Nina, je vous laisse la parole. Et puis ensuite, c'est Jenny Laure qui animera aujourd'hui le webinaire sur la GIEP dans l'urbanisme. Bonsoir à tous. J'espère que ma connexion est assez bonne pour que vous puissiez m'entendre distinctement. Donc, je suis Nina Fenateux, paysagiste au sein de l'équipe du CAE. CAE qui a répondu l'an dernier à un appel à manifestation d'intérêt de l'Agence de l'eau. Et dans le cadre de notre réponse s'inscrit ce webinaire. Notre réponse à cet appel à manifestation d'intérêt, elle est multiple. Il y a tout un volet qui est plutôt lié à de la sensibilisation et dans lequel s'inscrit ce webinaire qui sera complété le 14 décembre d'une visite d'opération exemplaire en Eure-et-Loire autour de 3 visites. 2 visites d'écoquartiers, un écoquartier que certains élus de nos territoires connaissent déjà parce qu'on y a déjà été, qui est celui de Saint-Georges-sur-Eure, mais dont on fera une relecture par l'angle de l'eau et de ses chemins dans cet écoquartier. Un écoquartier en cours de construction avec des objectifs assez poussés sur la gestion de l'eau, tant sur les espaces privés que publics, qui se situe au nord de Chartres, à Champfol. Et enfin, un projet d'aménagement de places de village avec le travail de la commune de Fresnay-l'Évêque, qui est un des projets exemplaires que l'Agence de l'eau avait présenté lors du lancement de l'AMI. Donc, on s'est dit qu'il était vraiment intéressant d'aller voir ces projets. Certains vivent depuis quelques années maintenant, donc on aura un peu de recul sur comment ils vivent, comment ils fonctionnent et surtout comment ils sont gérés et entretenus. Donc ça, c'est pour clore cette première série de webinaires qu'on vous propose. Notre intervention dans le cadre de l'AMI, elle porte aussi sur des accompagnements plutôt vers des projets d'aménagement pour des communes, notamment celles qui ont des enjeux spécifiques liés à l'eau. Je pense que Vincent Nalin et Hélène Rouvillois vous feront part des communes les plus, qui sont sur cette sorte de liste prioritaire en termes de projets. Donc, on est à disposition dans le cadre de l'AMI pour aider les communes à passer du diagnostic à des projets d'aménagement qui intègrent pleinement cette gestion des eaux pluviales et participer à résoudre les petits soucis techniques qui peuvent se poser. Et ensuite, cet appel à manifestation d'intérêt, il s'inscrit sur une période assez longue. Il nous reste 3 ans pour le mener. Donc, il y aura probablement d'autres séries de webinaires ou de petites formations en fonction des thèmes qui vont émerger au sein des collectivités du département au fur et à mesure qu'on va travailler ces accompagnements en spécifique. Donc, il nous reste également beaucoup de choses à écrire et à monter. Donc, n'hésitez pas s'il y a des sujets vraiment spécifiques, un peu précis qui vous intéressent, on peut évidemment monter ou des webinaires ou des visites pour participer à y répondre. Je pense que j'en ai fini pour la présentation de l'AMI. Je vais laisser le plus de temps à la visio que aux thématiques qui nous intéressent ce soir. Bonne visio à tous. Je vais donc laisser la parole à Hélène Leroux-Villois, excusez-moi, et Vincent Nalin pour vous présenter les enjeux de la gestion des eaux au sein du département et un petit peu plus large. Le micro. Bonjour à tous. Donc Hélène Leroux-Villois, responsable du service qualité de l'eau au sein du département de Loir-et-Cher. Et moi, je l'ai rejoint, Vincent Nalin de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, chargé de mission eau pluviale, qui a un partenariat aussi avec le conseil départemental sur l'eau et dont un volet pluvial avec le département. Donc, nous allons vous partager. On remercie le CAE de cette animation. Il y a déjà eu un colloque du CAE il y a 2 ans, juste avant le confinement. Et maintenant, ces webinaires. Le Loir-et-Cher ressort le département le plus dynamique du bassin sur cet appel à initiative. Et je pense que le CAE et le conseil départemental ne sont pas pour rien dans cette affaire-là. On va essayer d'intervenir en 2 voix et de tenir dans les 20 minutes qui nous sont consacrées. Alors, est-ce que vous avez bien notre présentation en plein écran ? Oui. Oui, d'accord. Très bien.
On va démarrer. Donc, effectivement, nous avons répondu à la sollicitation du CAUE avec lequel on a démarré le travail dans le cadre de l'AMI en 2019 pour ce premier webinaire du cycle des Mardis de l'eau, avec les questions suivantes qui nous étaient posées. Quels sont les enjeux présents sur le territoire du Loir-et-Cher qui justifient ou tout du moins qui incitent à faire de la gestion intégrée au sein de nos communes. Quelle est la déclinaison locale de ces enjeux, et puis en quoi finalement toutes les communes, même ceux qui ne font pas partie de la liste prioritaire dont vous venez de parler, devraient contribuer à une meilleure gestion de l'eau. Je te laisse la parole, Vincent. Oui, alors qu'est-ce qui se passe quand on impérialise une ville, hein? On a des schémas qui vous montrent un peu ce que devient l'eau dans un espace naturel ou dans un espace plus ou moins aménagé. Ce que vous voyez, c'est que plus on aménage la ville, moins il y a d'eau qui s'infiltre et plus il y a d'eau qui ruisselle et un peu moins qui s'évapore. Hein, donc on arrive sur des villes très imperméabilisées avec 55% de ruissellement, alors que dans la nature, voilà, sur les grosses pluies, on a 10% de ruissellement. C'est des données générales. Alors, quelles sont les conséquences de cette augmentation de ruissellement? Nos tuyaux, nos réseaux ne sont pas dimensionnés suffisamment fortement, et donc on a une inondation de la ville par elle-même. C'est le quartier haut de la ville qui inonde le quartier bas. Et également de la pollution, parce que déjà, il peut y avoir de la pollution sur nos villes. Ces réseaux même les réseaux pluviaux peuvent être pollués. Et puis souvent, on a des réseaux où on mélange les eaux pluviales et les eaux usées, et ces réseaux débordent quand il pleut. Pour vous donner une idée, sur le bassin, on estime que 10% de la pollution s'en va comme ça directement par débordement, donc c'est beaucoup plus que ce qui sort des stations d'épuration. L'impact aujourd'hui sur l'eau, c'est réellement le problème du réseau. Et de fait, le patrimoine réseau est beaucoup plus important que le patrimoine de station en montant. Voilà, donc après, c'est aussi une accélération du régime des cours d'eau. On met moins d'eau dans le sol, donc l'eau va plus vite vers la mer. On a des cours d'eau qui vont avoir donc des étiages plus forts. Et tout ça, on va voir avec le changement climatique qui va s'intensifier. L'eau est aussi un facteur qui pourrait nous aider à refroidir nos villes, on le verra, à embellir nos villes. Voilà, il y a des problèmes de sèchement des sols et de recharge de nappe, on l'a dit. Voilà, donc on va vous présenter à suivre quelques données locales propres au département en lien avec la thématique d'aujourd'hui. Ensuite, on vous présentera quelques éléments très généralistes de la démarche de gestion intégrée des eaux pluviales au sein de nos communes. Et puis enfin, un petit point sur les aides locales, les appuis locaux qui peuvent être réalisés sur le département. Donc, à l'échelle du Loir-et-Cher, si on commence par s'intéresser à l'état écologique des masses d'eau. Donc ça, ce sont des cartes réalisées par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne sur l'état des lieux 2019 qui prépare le SDAGE 2022-2027 qui va être la ligne directrice des différentes politiques pour les années à venir. C'est un schéma directeur pour le bassin. Et donc, si on regarde un peu l'état écologique des masses d'eau de surface dans le département, on est en 17% de bon état sur le département contre 24% sur l'intégralité du bassin. On est sur un milieu de bassin qui est plus dégradé que ne peut l'être l'amont et l'aval. Globalement, on est à 24% de bon état sur le bassin de Loire-Bretagne, sachant que la loi nous disait bon état 100% en 2015 avec des dérogations possibles jusqu'à 2027. Donc, je ne vous explique pas que notre priorité des priorités, c'est ça, c'est de passer le jaune en vert. Donc l'état écologique, c'est une appréciation de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques qui s'appuie sur tout un ensemble de critères qui sont biologiques, qui sont
morphologiques, comment donc les obstacles à l'écoulement aussi, qui sont également physico-chimiques. Et donc, en ce qui concerne la physico-chimie, il y a un point qui est regardé, c'est les pressions significatives liées aux macropolluants. Donc, les macropolluants, ce sont les matières en suspension, les nutriments, dont l'azote et le phosphore, qui rejoignent les cours d'eau, qui sont présents naturellement, mais dont les activités anthropiques amplifient notablement leur présence. Et donc, sur le département, on a une pression significative en termes de macropolluants qui n'est pas neutre, puisque le risque de non-atteinte du bon état lié aux macropolluants est de 20% sur les masses d'eau du département qui sont en risque. Et c'est celles qui sont prioritaires pour les travaux d'assainissement, j'imagine? Oui, certaines des agglomérations d'assainissement présentées ici en pression significative sont également celles qui sont systèmes d'assainissement prioritaires, donc la fameuse liste. Donc c'est la fameuse liste qui est mieux aidée. En général, il y a un recroisement avec la taille du cours d'eau récepteur. Oui, voilà. Sur les petits cours d'eau, l'impact est plus marquant et donc ils sont plus facilement prioritaires. Donc c'est une coupure entre les deux, un recoupement entre les deux. Donc justement, si on s'intéresse à l'assainissement, donc quelques chiffres sur le département. On est un département qui est majoritairement en assainissement collectif, puisque 239 communes disposent d'un système d'assainissement collectif, et on estime à peu près que 85% de la population loir-et-chérienne est connectée à ces systèmes d'assainissement. Ces systèmes d'assainissement représentent environ 2500 km de réseau, alors tout type de réseau confondu, on va y venir après, et on a 241 stations d'épuration sur le territoire, ce qui est un maillage assez fort. À noter que sur ces stations, on a si on vous dresse le panorama local des stations, on a majoritairement des lagunes qui représentent plus d'un tiers des stations du département, suivi des boues activées pour 27% et des filtres plantés de roseaux qui on va dire, qui renouvellent généralement les lagunes pour 24%. Et à noter qu'on a on a 13 lagunes de plus de 1000 équivalents habitants sur le territoire, dont 5 qui font partie effectivement de cette fameuse liste prioritaire, puisqu'on est sur des systèmes de traitement qui ne vont pas traiter certains polluants. Voilà pour ça. Alors là, je vous parle, ce sont des proportions en nombre. Évidemment, en revanche, si on parle capacité de traitement, c'est les boues activées qui prédominent, avec notamment la station d'épuration de Blois qui fait plus de 100 000 équivalents habitants. En termes de réseau, justement, alors là, je vous présente une carte qui présente la part d'unitaires dans les différentes agglomérations d'assainissement. Donc, on a à peu près 580 km de réseau en unitaire, donc ça représente à peu près un quart du linéaire total du département. Alors, il ne s'agit pas d'opposer réseau unitaire et réseau séparatif, mais les réseaux unitaires, ils ont été faits à une certaine époque avec un dimensionnement initial. Et sur la base de ce dimensionnement initial, on est venu avec l'urbanisation connecter de plus en plus de surfaces actives. Donc forcément, on accroît le risque de déversement d'eau non traitée sur les déversoirs d'orage qui se trouvent en amont des stations de traitement. Oui, je voulais également indiquer sur ce point-là. Alors, on parle de réseau unitaire, mais dans le cadre des schémas directeurs que l'on suit sur le département, on voit aussi fréquemment sur des réseaux séparatifs des surfaces actives connectées au réseau d'eau usée qui sont parfois non négligeables. Alors, c'est parfois des avaloirs de voirie qui sont connectés sur le réseau d'eau usée.
Donc, d'où l'importance, alors même si c'est une obligation réglementaire, hein, d'où l'importance de réaliser ces schémas directeurs qui mettent en lumière un certain nombre de dysfonctionnements qui peuvent être très vite solutionnés. Et puis, ces études sont en plus très bien subventionnées par l'Agence de l'eau, un petit peu moins bien par le département, mais les deux font qu'on a un taux de subventionnement important. Et donc, si on poursuit sur justement ces charges hydrauliques sur les stations, donc là, je vous présente deux graphiques. Donc, le premier, c'est la charge organique. Il n'y a pas franchement de sujet sur le Loir-et-Cher, hein, très peu de steps. Ça se compte sur les doigts d'une main qui sont en surcharge organique. Donc, on est plutôt sur des charges assez faibles hein, sur le département. En termes de charge hydraulique, en revanche, donc là, on se base sur une période d'observation de 5 années. Hein, ce sont les données du SATES. On observe quand même sur toutes les données collectées des surcharges hydrauliques pour à peu près 25% des stations, ce qui est loin d'être neutre. Donc, à noter que ces surcharges hydrauliques sont observées majoritairement sur les lagunes, hein, mais de manière non neutre quand même sur des boues activées et des disques biologiques qui sont des systèmes qui en théorie ne supportent pas les surcharges. Voilà pour ça. Enfin, si on observe un petit peu, donc là, si on regarde un petit peu le volet changement climatique, si on regarde déjà ce que l'on a pu observer sur le département, alors là, je remercie déjà l'Observatoire de l'économie et des territoires qui a mis en valeur un certain nombre de données au travers d'un observatoire de la biodiversité et du changement climatique qui sera prochainement en ligne. Donc, ce que l'on peut observer sur la période passée, hein, c'est des températures qui augmentent significativement. Donc, on va dire la station la plus emblématique du département, c'est Romorantin-Lanthenay. Sur la période passée de 60 ans, plus 1,73 degrés. Et des écarts, donc sur le graphique de droite, des écarts par rapport à la référence qui ont tendance à s'amplifier. Et ce que l'on observe donc, sur les projections climatiques donc, qui sont réalisées dans le cadre du projet DRIAS par Météo France et les grands laboratoires spécialistes du climat, hein, c'est une tendance, quel que soit le scénario qu'on prend, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, on ne fait rien, on fait un peu ou on a une politique ambitieuse. De toute façon, les températures vont continuer leur augmentation jusqu'en 2050 et c'est ensuite que les courbes s'infléchiront, merci, plus ou moins fortement selon le scénario qui aura été aujourd'hui choisi. En termes de pluviométrie, là, effectivement, je n'en ai pas parlé. Les projections ne montrent pas de tendance significative à la hausse ou à la baisse. Par contre, c'est plutôt des répartitions spatiales, des intensités plus fortes avec des fréquences plus fortes qui seront constatées. Et puis des sécheresses estivales plus longues. Voilà. Tout à fait. Plus varié, plus contrasté. Et donc, effectivement, dernier point aussi, des nombres de journées chaudes, donc des journées qui dépassent les 25 degrés, qui vont également s'amplifier. Sur les périodes passées, on était à environ plus 4 jours par décennie. Selon les scénarios choisis, on va être sur des plus 18 jours de journées chaudes en plus, ou voire 50 selon les scénarios qui seront retenus. Et enfin, donc ça c'est une carte qui est réalisée également par l'Observatoire qui spatialise les données issues du projet DRIAS. On voit qu'on parle changement et à l'échelle d'un territoire comme le Loir-et-Cher qui est très diversifié dans ses paysages, aucun secteur n'est épargné.
Et puis, on voulait également vous partager un dernier point en ce qui concerne l'artificialisation des sols. Donc, l'artificialisation des sols en Loir-et-Cher, elle suit le même chemin que la métropole, hein, c'est-à-dire que l'artificialisation des sols sur les 10 dernières années a augmenté beaucoup plus vite en proportion que la population. Et à l'échelle du département, par an, sur la décennie passée, on est à environ 260 hectares par an qui sont artificialisés. Si on raisonne avec la référence classique des terrains de foot, c'est à plus de 500 terrains de foot par an hein, qui sont artificialisés sur le territoire. Et cette artificialisation, elle est principalement due à l'habitat pour environ 70%. On parle d'artificialisation parce que ça va aller de pair avec l'imperméabilisation des sols, hein, dont on parlait tout à l'heure. Et donc, comme l'indiquait Vincent, hein, l'imperméabilisation des sols, au travers du petit schéma qui vous était présenté tout à l'heure, c'est moins d'infiltration dans les sols, donc une sécheresse des sols qui s'aggrave, plus d'eau qui ruisselle et puis des îlots de chaleur amplifiés au sein des zones urbaines. Voilà, donc passé ce petit constat, ces quelques éléments locaux, voilà, la question maintenant, c'est en quoi la gestion intégrée peut-elle permettre de répondre à ces enjeux de qualité, de quantité et puis d'adaptation au changement climatique. Vincent et Hélène, je me permets de vous interrompre une toute petite seconde avant qu'on s'engage sur le chemin des solutions. Oui. Pour vous relayer une petite question. Pourriez-vous nous rappeler quelles sont les obligations réglementaires concernant les schémas directeurs des eaux pluviales pour les communes et quelles sont les échéances dans lesquelles elles doivent les réaliser? Quels sont les délais de leur mise en œuvre? Petite question juridique. Il me semble. Je ne sais pas, le schéma directeur. Le schéma directeur, il n'est pas soumis à obligation. En général, il faut en faire un tous les 10 ans. Alors, ça dépend de quoi on parle. Ce qui est obligation, c'est le zonage. Oui, c'est ça. C'est le zonage assainissement et le zonage pluvial sont obligatoires. Ils doivent être intégrés dans les PLU. Par contre, les schémas directeurs… Alors, les schémas directeurs d'assainissement, ils sont obligatoires. Hein, il faut en faire un une fois tous les 10 ans hein, pour chaque agglomération d'assainissement. Et il y a des échéances qui ont été retenues hein, dans le cadre de l'arrêté du 21 juillet 2015 qui a été modifié soit fin d'année 2020, soit début 2021, avec des échéances selon les tailles. Les tailles des agglomérations, donc 2024, 2025. Donc, ça s'échelonne selon les tailles de stations. Et les arrêtés disent qu'il faut toujours envisager la solution de gestion intégrée en priorité. Alors, on va passer à la diapo suivante. On n'a pas vraiment défini la gestion intégrée parce qu'on a déjà fait des conférences sur le sujet. Alors, vous avez à gauche la ville en tuyau. Vous voyez qu'on évacue l'eau. Il y a très peu d'eau qui repart en évaporation ou en infiltration. Et puis la ville de droite, où on va essayer de garder l'eau dans le sol. On a plein de solutions pour urbaniser en gardant la perméabilité, hein, soit des revêtements perméables, soit plus de végétation, on peut mettre de l'eau sur le toit, etc. Et donc, on cherche des villes qui refonctionnent un peu comme un espace naturel, où la majorité de l'eau est gardée dans la ville, on verra des images tout à l'heure, et une plus petite partie ruisselle. Voilà. Donc, tout l'enjeu de cette démarche, hein, c'est si on caricature, si on schématise jusqu'au bout, c'est vraiment passer de la logique hygiéniste, donc qui est en vigueur hein, depuis le 19e siècle, hein, où finalement l'eau véhiculait une image négative parce qu'elle était vecteur de maladie. Donc on l'a cachée. Voilà, on l'enterrait, et 2, on faisait en sorte qu'elle parte le plus vite possible. Voilà, on collecte et on évacue. Voilà. Et c'est un renversement complet depuis quelques années, où on dit, mais l'eau, ce n'est pas un déchet qui devrait passer, c'est une ressource, et en plus, on peut la gérer dans l'urbanisation. Donc, on est d'abord passé par des villes perméables, vous voyez la ville passoire, hein, l'eau passe à travers, une ville un peu transparente à l'eau. Et maintenant, on va plus vers une ville éponge, la ville qui valorise l'eau pour le bien-être des habitants, pour rafraîchir la ville et pour l'embellir.
pour améliorer la santé des gens. On n'est plus du tout sur une... On revient sur de l'assainissement. En fait, l'assainissement a été fait pour la santé. Oui. Et aujourd'hui, on voit qu'il faut changer l'assainissement, en tout cas pluvial, et le remettre, valoriser l'eau pour la santé des gens, en fait, et pour l'avenir de nos villes dans le contexte du réchauffement climatique dont vous a parlé Hélène. Voilà, alors la difficulté de tout ça, c'est le décloisonnement, c'est-à-dire que l'eau n'est plus gérée par les tuyaux. Alors qu'est-ce qui va gérer l'eau? C'est les espaces verts, on va appeler ça des noues. Les noues, c'est des espaces verts creux, parce qu'en fait, la pluie tombe un peu plus vite que ce qu'elle s'infiltre. Donc, on fait un petit creux pour, même s'il y a de l'eau dedans, que pendant la pluie, généralement moins de 24 heures. On peut faire des parkings avec des revêtements perméables, on peut faire des voiries aussi perméables avec un soubassement drainant. On peut désimperméabiliser les cours d'école, les toits, les allées des jardins, etc. On s'aperçoit qu'on peut souvent garder l'eau dans les aménagements. Le principe de la gestion intégrée, c'est de mettre l'eau dans un aménagement qui est dans notre programme. Ce n'est pas créer un jardin pour mettre l'eau, mais si, en ce moment, on a envie de mettre plus de jardins, plus d'arbres pour rafraîchir nos villes. Sous un arbre, il fait 5 degrés de moins qu'à côté de l'arbre. Donc, ça marche avec le réchauffement climatique, ça sera encore plus important. Donc, si on veut mettre des arbres, il faudra leur mettre de l'eau. Mais si on n'a pas envie de mettre d'arbres, on sait faire des surfaces, des voiries, des cours d'école, etc. Voilà. Et puis, on peut stocker l'eau temporairement dans des ouvrages qui servent, qui ne sont pas très creux, en fait, qui sont plutôt grands, où on travaille par nivellement, et on peut avoir un terrain de foot quelques centimètres plus bas que l'espace urbanisé, qui, quand il pleut, va tamponner l'eau et l'infiltrer, et puis quand il ne pleut pas, on va aller jouer dedans, ou des parcs de même nature. Voilà, il y a une boîte à outils, vous trouverez ça sur l'Adopta, c'est la grande association qui fait une boîte à outils de tout ce qui est qui décrit ces techniques. Et il faut vraiment le considérer comme tel et regarder l'espace public avec de la créativité, parce que justement, il faut, voilà, c'est des boîtes à outils. Il y a des solutions, il n'y a pas une solution à un contexte. Voilà, on essaye de mettre l'eau dans tous les aménagements, le toit, la route, le jardin. Et on prend celui qui existe. Mais ça, vous le verrez dans les exemples des webinaires. Alors, on a mis quand même quelques exemples pour montrer, c'est tout simple. Vous voyez la photo d'en haut, c'est à Poitiers. Vous voyez un parking qui a été conçu avec des bordures. Bizarrement, il est autour d'un espace vert. Les gens de l'assainissement ont dit aux gens du parking, regardez, on fait juste 2 encoches là, et plutôt qu'envoyer ces 500 ou 1000 mètres carrés dans le réseau, on va redonner de l'eau à cet espace vert qui est juste à côté. On se demande comment on n'y a pas pensé au départ. Vous avez en dessous, à Vendôme, un HLM, là, où ils ont réaménagé l'espace. Souvent, on avait des grands espaces imperméabilisés. On veut mettre de la verdure pour le confort des gens. Pourquoi pas faire un espace un peu creux et y mettre dedans les gouttières, les eaux des voiries et des trottoirs. Et on va avoir des espaces verts plus verts et moins d'eau qui va engorger nos réseaux. Et puis, à droite, on est sorti de France, c'est à Bruxelles. Vous voyez, des jardins de pluie, on appelle ça. Voilà, on a des jardins qui sont plus beaux grâce à cette eau pluviale. Et en plus, ça a un autre usage d'assainissement, enfin, si on veut, de désengorgement de nos réseaux. Voilà, d'autres exemples. Vous avez Olivier qui a fait des aménagements autour d'une clinique. Vous avez un parc, c'est un parc en fait, dans la nouvelle extension d'Olivier. Ce parc est en creux. Les gens, d'ailleurs, ils ont fait des petites scènes de théâtre et tout ça. On peut aller au théâtre là-bas. Et puis quand il pleut, on n'est pas au théâtre, en extérieur. En tout cas, on va se mettre dans une salle. Et donc, ça va retenir l'eau, vous voyez, des volumes très importants, mais c'est en fait d'abord un parc. Voilà, donc il n'y a pas de surcoût. Ils avaient un parc, ils y ont géré l'eau dedans. En dessous, vous avez des espaces verts dans des parkings. C'est à Vendôme, je crois. Vous voyez, c'est devant un lycée ou un gymnase. Voilà. Et puis à Orléans, un parking. Vous voyez un parking qui est même enherbé. Vous avez des solutions perméables où on peut planter dedans du gazon. Et on vient se garer dessus. Alors, il faut que ce soit des parkings qui ne soient pas trop fréquentés pour que le gazon pousse. Vous voyez, puis on laisse circuler l'eau en surface. Il n'y a plus de tuyaux, les bordures sont ajourées. Là, c'est même des bordures en bois. Voilà, on fait un urbanisme qui est aussi assez joli et plus résilient par rapport au changement climatique. Alors, il faut quand même des outils. Donc, c'est un système plus simple, mais il faut quand même demander à des spécialistes de vous aider. Alors, j'ai mis les outils, c'est les zonages pluviales, les schémas directeurs qui vous sont rappelés par les SDAGE, etc. aussi. Et puis, des études spécialisées
je pense que Blois va nous présenter des études de potentiel de déconnexion, demander les spécialistes de nous dire à quel endroit c'est facile ou pas facile, et puis de nous faire des petits croquis, comment on pourrait mettre l'eau dans cette chaussée, etc. Donc ça vaut le coup de faire des études spécialisées, mais peut-être que Blois nous en parlera tout à l'heure, parce qu'ils en font pas mal. Voilà, après un peu le schéma de la ville. Vous avez à gauche la ville réseau, la ville un peu grise, où l'eau est évacuée au plus vite, et puis vous voyez le quartier bas est inondé par le quartier haut, quand il pleut beaucoup. Et puis voilà, si on garde l'eau, vous voyez, on peut garder l'eau sur le toit, on peut avoir des terrasses perméables, on peut mettre l'eau dans le jardin, etc. On peut utiliser l'eau pour embellir la ville. Et donc, on diminue fortement le ruissellement. Et vous voyez, le quartier bas n'est pas inondé. Voilà un peu le principe de cette gestion intégrée. Alors, je te laisse un peu la parole quand même. Donc, oui, en conclusion donc, de tout ce que vient de vous présenter Vincent, on est sur des aménagements qui sont plutôt préventifs que curatifs, puisqu'on va être là pas pour traiter des grosses pluies, pas pour résorber des problématiques préexistantes et importantes. C'est de la gestion sans tuyau. Donc, c'est aussi dans de nombreux cas une gestion qui est plus économique en matière d'investissement pour les collectivités. On voit au travers de toute la créativité dont font preuve beaucoup de collectivités sur le sujet, qu'on n'est pas freiné pour le faire que sur des urbanisations nouvelles, mais que dans le cadre de réhabilitation, avec un œil, en regardant les choses d'un œil nouveau, on peut également faire cette gestion dans le cadre de réhabilitation. Par contre, sur des nouveaux aménagements, plus on va le réfléchir en amont, plus évidemment, ça va être facile d'intégrer cette gestion dans les projets. Donc, je viens de le dire, effectivement, des aménagements parfois simples et peu coûteux. L'exemple de Poitiers en est la preuve, ce que vous présentez, Vincent, tout à l'heure. Alors, par contre, ça implique effectivement, puisqu'il faut décloisonner, un changement de mentalité, alors de la part de tous, puisqu'on va se dire effectivement que l'eau n'est plus un déchet, mais qu'on la réintègre dans la ville parce qu'elle va nous amener tout un tas d'éléments positifs, d'éléments positifs pour le cadre de vie. Et donc, ça veut dire qu'on accepte qu'elle soit là et qu'on accepte que temporairement, il y ait des débordements. Et donc, il faut que tous, élus, agents des collectivités, citoyens, on ait un regard différent. L'idée, c'est que chacun accepte un petit débordement pour pas qu'il y en ait un qui en ait un grand débordement. Et puis, c'est un travail, il faut que les gens des espaces verts, les gens de la voirie acceptent de gérer l'eau. Donc, ça demande beaucoup de sensibilisation et c'est pour ça qu'il y aura le CIE fait des animations de ce type-là et il ira expliquer aux citoyens, aux services, un peu ces affaires-là. Redonner un peu du sens aussi à tout le monde de travailler ensemble, c'est pas mal. C'est ça. Pour une ville durable. Voilà. Et donc, effectivement, travailler ensemble, ça implique que de la part des techniciens, ingénieurs, tous agents des collectivités, de ne pas travailler en silo, mais de travailler de manière transversale dans cet objectif de développement durable. Quelques sur nos aides, oui. Oui, alors quelques points en conclusion sur les subventions possibles. Donc, au niveau du département, aujourd'hui, on subventionne à hauteur de 20% les études de déconnexion. Alors, c'est tout récent, depuis 2021, et on va, j'espère, le poursuivre pour les années à venir. Les travaux au titre de la préservation de la qualité de l'eau sont finançables via la DDAD, donc la dotation départementale d'aménagement durable. Et enfin, comme l'indiquait Vincent en début de présentation, on peut réaliser un accompagnement au projet dans le cadre de la convention de partenariat qui nous lie avec l'Agence de l'eau. Donc, il y a effectivement quelques communes avec lesquelles on travaille déjà sur le sujet, celles qui ont été lauréates de l'appel à initiative lancé en 2019. On peut peut-être les citer, il y a Drouet, Beauce-la-Romaine, Saint-Ouen pour une cour d'école. Et puis Pezou également. Pezou et dans le sud, Blois, oui, Aglopolis. Et puis on a une commune du sud dont je ne me rappelle plus le nom, pas très loin de Blois. Concernant le CAUE, je ne sais pas si Nina, tu veux compléter.
Je peux. Oui. Je peux activer ma vidéo aussi. Dire que dans ce cadre-là, on rencontre notamment les communes en binôme, en effet, avec le département, ce qui nous permet vraiment de croiser les approches. Soit des communes qui ont déjà fait des études de potentiel de déconnexion pour essayer de les accompagner, de les aider vers la mise en œuvre de travaux d'aménagement, soit des communes dont on sait qu'elles sont sur ces listes prioritaires et qui ont des projets dans lesquels on essaye d'instiller cette logique d'intégration des eaux le plus en amont possible. Voilà, les approches sont assez variées. En tout cas, n'hésitez pas à nous solliciter, quelle que soit la porte d'entrée de votre projet. On est dans le cadre de l'AMI et dans l'absolu, dans le cadre des missions du CIE, complètement à votre disposition. Alors pour l'agence de l'eau, on a des aides quand il y a un impact polluant. Donc, impact polluant qui est considéré comme acquis quand on est sur du réseau unitaire. Donc, tout ce qui est déconnexion, on est sur déconnecté. On n'est pas sur l'aménagement des quartiers neufs et on est dans le cadre d'une diminution de l'impact polluant. Donc, soit des réseaux unitaires, soit des réseaux séparatifs où on a un exutoire qui est dégradé par ce rejet, soit par des à-coups d'eau trop forts, soit par des micropolluants. Pas bien sûr des réseaux d'eau où il y a des pollutions. On peut aider tout interlocuteur. Ça peut être les collectivités, les entreprises, les associations, des particuliers dans le cadre d'une convention de mandat. Voilà, on peut aider tout ce qui est sensibilisation, études, et on a même quelques documents qui existent. Donc, c'est des subventions de 50% pour les études et travaux qui peuvent être majorées à 60% en zone de revitalisation rurale. On va monter ça au 10e programme. Je n'ai qu'une diapo, moi. Sachant que vous pouvez avoir d'autres subventions. On a vu des subventions pour l'adaptation au changement climatique. Il y a des subventions européennes qui sont tirables également. On voit des collectivités qui arrivent à aller chercher d'autres subventions avec l'ADEME, etc., et sur des appels à projets européens qui existent, des projets européens. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très encouragé. Et il vient d'être lancé la semaine dernière par le ministère de la Transition écologique, un grand plan national pour accélérer tout ça, qui devrait nous aider en mettant tous les partenaires de ce sujet en réseau. Là-dessus, le ministère veut accélérer cette gestion intégrée des eaux pluviales, donc avec beaucoup de sensibilisation, de la connaissance, de l'accompagnement. Et je crois que les schémas d'assainissement pluvial vont faire partie aussi des… Alors, les zonages, le zonage qui est dans la réglementation doit être fait avant 2026. Sachant qu'un zonage pluvial peut être assez simple en disant toutes les nouvelles zones, on ne prend pas de nouvelles eaux pluviales jusqu'à un certain niveau, et puis les zones où les gens ont de l'espace, on peut leur exiger de garder au moins la petite pluie. Il n'y a aucun endroit où on ne peut pas infiltrer la pluie de 8 ou 10 mm. Et si on prend toutes les pluies de 8 ou 10 mm dans ce zonage, on prend 80-90% de la pluie annuelle. Il faut savoir que la majorité des pluies sont petites et qu'on peut toutes les garder dans les jardins. Et si on n'a pas de jardin, on le met sous la chaussée. L'entrée de garage, on peut très bien la imperméabiliser. Voilà on a fini. On en a terminé. On vous remercie. Merci beaucoup de nous avoir donné la parole et de nous avoir écoutés. Je vais faire un minuscule complément sur la question des subventions pour dire que pour tous les aménagements qui concernent des espaces publics, des places, etc., dans lesquelles on a une approche de la GIEP, ces financements sont tout à fait compatibles avec d'autres financements de l'espace public, notamment les financements cœur de village qui sont portés dans les CRST par la région et pour lesquels l'entrée sont les pays. Voilà. Je ne sais pas si, Nina, tu as eu d'autres questions en direct. Non, je n'avais pas de questions. Donc, je vais pouvoir passer la parole à nos deux intervenantes d'Aglopolis et Ville de Blois pour la question de l'intégration de la gestion des eaux dans les documents d'urbanisme. Alors, je vais vous voilà, le micro. Merci Jenny-Laure, je pense que vous m'entendez. Donc Mélanie Friedel d'Aglopolis et je suis aussi au SIAB en fait. Donc à Aglopolis, je fais partie de l'équipe du PLUI, du plan local d'urbanisme intercommunal, et au SIAB, je suis en charge du SCOT, donc le document d'ordre supérieur qui est au-dessus du PLUI. Et Laurent Chapelle à côté de moi. Bonjour.
qui est directrice du cycle de l'eau à Aglopolis. Vous voyez, il faut que je partage ou... Hop. Ici, c'est ça. Ouais. Tac. Donc, normalement, vous avez dû voir apparaître mon écran. Je vois un signe de oui, c'est parfait. Oui, c'est bon. Donc, en préambule, on revient un petit peu sur les constats, mais c'est encore une autre manière de dire finalement un peu la même chose sur la question des occurrences, en fait, c'est-à-dire qu'on a des événements climatiques qui sont de plus en plus forts, de plus en plus fréquents, de plus en plus imprévisibles. Et j'ai remis juste 3 dates en souvenir, mais voilà, je pense qu'on a bien en tête les événements à la fois imprévisibles et très violents qui ont pu se passer ces dernières années, que ce soit chez nous, avec les affluents de la Loire qui étaient en crue en 2016. Aux côtés de la Loire, on avait eu ces crues assez impressionnantes, ou à l'échelle européenne, on a vu qu'on pouvait avoir des inondations d'occurrence millénale en fait, entre l'Allemagne et la Belgique, qui concernaient vite plusieurs régions d'un coup, qui étaient très impressionnantes. En 2021, moi j'ai vu à Salon de Provence 75 mm d'eau qui sont tombés en 1 heure sur un centre-ville, et d'un coup les commerces qui se retrouvent avec 50 cm d'eau. Donc voilà, ça peut aller très vite aujourd'hui, tous ces événements pluviaux. Donc c'est vrai qu'il faut d'autant plus gérer la petite pluie du quotidien, comme le disaient les confrères juste avant, qu'on a aussi ces épisodes qui sont plus violents, qui sont plus importants. Et là où on avait l'habitude, on a mis les chiffres d'avoir des pluies décennales ou cinquantennales, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent se produire tous les 10 ans, tous les 50 ans. Enfin, là, c'est des occurrences. On voit aujourd'hui apparaître à l'échelle européenne des événements d'occurrence centennales, millénales. Donc on voit bien que les événements sont plus forts et que gérer l'eau de pluie au plus près de son point de chute devient d'autant plus important. Au niveau de la GIEP, donc ça a déjà été défini, on est sur le fait d'essayer d'atteindre le 0 rejet, et c'est ça qu'on va traduire dans les documents d'urbanisme, avec, donc, on l'a dit, une gestion aérienne, un rôle multifonctionnel, qui participe au cadre de vie, à la biodiversité. Le rôle des végétaux, puisqu'une noue plantée peut avoir une capacité supérieure à absorber l'eau, etc. Donc, on a aussi ce regard à avoir sur les végétaux qui accompagnent les aménagements. Et la logique d'ensemble, dont on n'a pas encore beaucoup parlé, mais qui est centrale pour les documents d'urbanisme, qui est d'éviter, de réduire et de compenser de la même façon que sur les questions d'écologie, de trame verte et bleue, pour les eaux pluviales. On va d'abord éviter d'urbaniser des zones supplémentaires, puisqu'on va ainsi éviter d'avoir de l'imperméabilisation supplémentaire. On va ensuite réduire autant qu'on peut au sein des zones à urbaniser l'imperméabilisation, et on va essayer ensuite de compenser là où c'est imperméabilisé en allant faire des noues ou en allant faire des aménagements pour accueillir les eaux pluviales qu'il faudrait gérer. Mais en ayant cette logique d'entonnoir, en évitant d'abord au maximum l'urbanisation, en fait, on a déjà un effort important qui peut être fait par les documents d'urbanisme. Et donc, on va vous décliner à la fois depuis le SCOT du SIAB, au PLUI d'Aglopolis, et jusqu'à 2 exemples d'opérations, quelques éléments assez rapidement sur comment on peut traiter cette question dans les documents d'urbanisme. En préalable, je vous mets juste aussi que la loi climat qui a été promulguée en août 2021 s'applique sans délai sur un certain nombre de points, et qu'elle intègre des dispositions sur la perméabilité des sols, sur les parkings. Donc, n'hésitez pas aussi à regarder ces éléments-là qui sont complémentaires avec les documents d'urbanisme. Pour ce qui est du SCOT, donc le SCOT du Blésois, qui en fait a été établi sur Grand Chambord et Aglopolis, sur 2 intercommunalités, a été approuvé en 2016. Donc il se base sur le SDAGE, le schéma le départemental de l'aménagement et de gestion des eaux, et c'est pas départemental, je vois que j'ai mis une erreur dans mon PowerPoint, c'est directeur. Donc le SDAGE Loire-Bretagne, il s'applique sur le bassin Loire-Bretagne, sur le bassin de l'agence de l'eau. Et donc, en fait, ce SDAGE, il est décliné dans les SCOT, et ensuite, les SCOT le déclinent dans les PLU, dans les plans locaux. Et en fait, le SDAGE, il était déjà assez ambitieux sur cette question des eaux pluviales, avec donc l'idée d'avoir une gestion intégrée, favoriser la gestion à la parcelle, limiter les rejets, limiter l'imperméabilisation, et ça se retrouvait dans le SCOT. Pour information, ce SCOT, nous allons le réviser de 2022 à 2026.
Dans le SCOT, on trouve une orientation notamment sur la gestion des eaux pluviales. Et donc, on retrouve ces logiques de limiter l'imperméabilisation avec le fait d'avoir 0 ruissellement supplémentaire par rapport à l'existant, des coefficients maximum d'imperméabilisation. Et on a aussi un paragraphe sur la gestion alternative des eaux pluviales. Donc, voilà, le fait d'aller faire des aménagements de type NOU, etc. Donc, pour avoir des choses végétalisées, d'avoir aussi des toitures végétalisées qui peuvent participer à cette gestion. Et en référence, on avait la pluie décennale. Donc, quand on vient à mon préambule, finalement, aujourd'hui, peut-être qu'on arriverait sur une cinquantennale plutôt qu'une décennale. Donc, ça, c'est des choses qui, sans doute, sont vouées à évoluer dans certains documents d'urbanisme, vu les épisodes récents. On a aussi des orientations secondaires. Vous pourrez prendre le temps de regarder, mais globalement, sur la trame verte et bleue, dès qu'on préserve à la fois la trame aquatique, mais aussi la trame forestière, on va préserver des bassins tampons en amont, des zones à urbaniser, et donc éviter qu'il y ait trop de ruissellement. Voilà, on est dans cette logique d'éviter. On a aussi donc la gestion du risque inondation qui est détaillée au SCOT, le fait de réaliser des aménagements paysagers dans les zones économiques aussi, où on peut très vite retrouver dans les zones logistiques ou via certains bâtiments beaucoup de zones imperméabilisées. Donc, c'est vrai qu'il y a une vigilance sur ces zones de développement économique à avoir. Et puis, on a aussi des orientations sur les paysages liés à l'eau. Par exemple, le fait que les cheminements soient non imperméabilisés quand on est au bord des petits affluents, des choses comme ça. Ensuite, donc, au niveau du PLUI, alors pour information, le PLUI d'Aglopolis, en fait, il va être en débat pour l'arrêt de projet jeudi soir. Donc, on est à une période charnière du PLUI d'Aglopolis et on avait débattu le PADD, donc le projet d'aménagement et de développement durable, en 2018. Au niveau du PLUI, donc la logique, c'est aussi d'avoir une gestion au plus près du point de chute, d'anticiper les risques. Et il y a aussi des devoirs qui ont été donnés aux constructeurs et aménageurs, donc notamment de privilégier le système séparatif et d'être sur 0 ruissellement supplémentaire. Aujourd'hui, on vise vraiment assez régulièrement de privilégier le système séparatif. On serait peut-être, même au-delà de privilégier, on vise l'absence de réseau séparatif quand on peut pour aller vers une déconnexion. Donc, c'est des choses qui évoluent. Et au niveau du zonage et du règlement, en fait, l'idée, c'est de préserver ce qui fait tampon, donc les éléments naturels. Je parlais des grandes masses boisées, mais évidemment, quand on rentre aussi dans le détail de l'enveloppe déjà urbanisée, on va préserver les parcs, les boisements, les arbres, tout ce qui fait tampon pour garder l'eau et pour éviter qu'elle ruisselle. Et au niveau des jardins et des espaces verts, on a aussi mis en place des fonds de jardin à constructibilité limitée, où on a défini aussi différentes zones au zonage. On a la UI qui est la zone la plus intense, mais ensuite on va retrouver des UV pour U-village, UJ pour U-jardin, qui sont des zones soit donc de villages, de hameaux ou des zones plus pavillonnaires, et où on va avoir une emprise limitée ou des choses qui vont permettre de rester perméables. Au règlement, un point essentiel, c'est que la JEP est obligatoire, sauf démonstration de l'impossibilité de gérer les eaux sur sa parcelle. En fait, on avait un règlement de service des eaux pluviales urbaines qui a été approuvé en décembre 2019 et qui définit la relation entre l'usager et le service public. Et en fait, ce règlement ayant été voté au niveau d'Aglopolis, nous a servi de cadre pour pouvoir échanger avec le bureau d'études, avec le service de l'eau, et pour pouvoir donc instaurer cette règle au sein du règlement. C'est une règle qui est assez forte. À côté de ça, en fait, on ne va plus avoir, par exemple, d'obligation de récupérateur d'eau pluviale. On est surtout sur une obligation de résultat. Voilà, ce qu'il faut, c'est démontrer que l'eau est gérée à la parcelle. Après, au porteur de projet de choisir s'il préfère gérer la façon dont il préfère gérer les eaux, soit avec sa pelouse ou avec une micro-moue. Quelles vont être les solutions? Elles sont diverses, mais en tout cas, c'est le résultat qui compte. Au niveau donc du règlement, toujours, l'idée générale, c'est de limiter l'imperméabilisation. Et donc, on a un coefficient de pleine terre, en fait, qui vient
réglementer la perméabilité minimum pour chaque parcelle. Et quand on est sur des grandes parcelles, par exemple dans les parcs et jardins, on demande vraiment un grand pourcentage qui soit non imperméabilisé. Au niveau des orientations d'aménagement et de programmation, qui sont donc une pièce du PLUI qui nécessite au projet d'être compatible avec elle. Au niveau de ces orientations sectorielles, en fait, on retrouve des schémas et parfois, en fait, on a déjà les prémices de la gestion paysagère des eaux pluviales qui peut être dessinée dans ces orientations. On peut parler bien évidemment aussi des zones humides à préserver, des espaces verts paysagers à garder. Et donc, voilà, ce dessin peut être fait de façon à préserver la partie basse des opérations et pouvoir y gérer un petit peu plus les eaux pluviales. Ensuite, on a aussi des OAP thématiques dans le PLUI et ces OAP donc, portent par exemple sur la transition écologique et le paysage. Et dans cette OAP-là, on va retrouver tout un chapitre sur la gestion intégrée des eaux pluviales qui permet de donner des exemples justement sur comment les opérateurs peuvent faire pour, par exemple, soit déconnecter les gouttières, soit avoir des toitures stockantes, des jardins de pluie, etc. Donc, on donne différentes solutions. Et puis, voilà, l'OAP définit d'autres choses à la marge qui peuvent aussi participer à la GIEP. Dans les OAP, on a aussi d'autres OAP thématiques, une portant sur l'économie, l'autre portant sur la mobilité, où on va aussi retrouver des éléments sur la GIEP. Donc, le fait d'avoir un traitement végétal, donc ça, c'est pour l'OAP économique. En fait, si on a une zone économique, on va avoir un traitement végétal dès que le bâtiment se met en recul. Et notamment, on propose aussi de faire un fossé si besoin. On peut planter des arbres, on me demande. Dès qu'on a des grandes surfaces de stationnement, on demande assez systématiquement de planter des arbres, de favoriser donc une gestion paysagère des eaux pluviales, limiter les surfaces imperméabilisées et aussi le rayonnement de chaleur. Donc, en fait, on en reparle aussi, vous en parliez tout à l'heure, du lien entre le réchauffement climatique et les îlots de chaleur et puis les aménagements. Et puis, on propose aussi de mettre en œuvre des motifs paysagers, comme par exemple un oasis de biodiversité qui viendrait accompagner un bâtiment d'entreprise avec un arbre, une zone humide, et qui peuvent venir créer des petits aménagements qualitatifs et qui permettent aussi, pourquoi pas, de gérer les eaux pluviales. Je vais laisser du coup la parole à Laurent pour la partie plus opérationnelle. Donc, bonjour. À la direction du cycle de l'eau, on a conduit une étude de potentiel de déconnexion dans le cadre de la mise en place de la gestion intégrée des eaux pluviales pour analyser la capacité qui nous était donnée de déconnecter les parcelles publiques et les parcelles privées, déconnecter les parcelles du réseau unitaire. Et donc là, vous avez à droite la cartographie à l'échelle de 3 communes, Blois, Chailles et Candé-sur-Beuvron. Et cette analyse nous montre que, voilà, en fonction des typologies d'habitat et de l'utilisation du sol qui est déjà présente, en fait, on a quand même beaucoup de secteurs sur lesquels il est possible de déconnecter les eaux pluviales pour soulager les réseaux unitaires dont nous avons parlé précédemment. Dans le cadre de cette étude de potentiel de déconnexion qui a été donc cofinancée par le département et puis l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, on a notre prestataire qui nous a produit un guide d'aide à la déconnexion, d'aide à la non-connexion pour les porteurs de projets. Et vous avez là un petit exemple de à faire, à ne pas faire sur notamment l'aménagement d'une voirie. C'est-à-dire qu'on a parfois tendance à faire la voirie en creux et que finalement, une des pistes simple et concrète, ça pourrait être de faire la voirie plutôt un petit peu en élévation pour pouvoir bénéficier d'une pente naturelle vers le terrain qui est déjà présent, avec une préoccupation toujours constante du maintien de la qualité des sols existants, parce qu'un sol qui n'est pas trop remanié, c'est un sol qui infiltre mieux et qui est en meilleur état pour faire la gestion intégrée des eaux pluviales. Donc, préserver les sols, c'est un sujet très important pour faire de la gestion intégrée. Je vous ai mis voilà, 2 exemples d'opérations qui ont été conduits localement. Je sais que vous verrez d'autres exemples dans le cadre d'autres mardis de l'eau. Donc, un exemple sur Blois, sur une opération de bâtiment, c'est la modernisation et l'extension du gymnase Marie-Amélie Le Fur, qui s'appelait avant le gymnase Balzac.
en ville. Donc, c'est à l'occasion des travaux qu'on a réussi à déconnecter la moitié de la toiture de ce gymnase en réaménageant un espace vert qui était déjà présent le long de la clôture, que vous voyez là sur la photo de gauche. On a élargi l'espace vert, comme vous le voyez, vous avez des photos au fur et à mesure des travaux. Élargi l'espace vert, réduit l'emprise de la voirie et amener l'eau, conduit l'eau dans une noue qui a été réalisée à cet endroit-là. Et donc, vous avez une vue toujours du même sens et puis une vue de l'autre sens. Cette noue, elle a été aussi pensée pour préserver les arbres en présence. Et donc, le creusement de la noue a été piqueté, a été réalisé en fonction de ces arbres. Donc, je vous ai mis l'entreprise titulaire des travaux, puisque c'est une entreprise bien connue sur le Loir-et-Cher. Et donc, c'est une entreprise qui sait faire voilà, tous ces aménagements. Il ne faut pas hésiter à les solliciter. Et puis, je vous ai mis le coût. Alors, c'était une des premières opérations qu'on a conduites sous la forme actuelle en termes de gestion intégrée. Donc, on s'est fait accompagner par un AMO. Voilà, vous voyez le coût de l'AMO par rapport au coût de la noue. C'est quand même un coût assez important voilà, qui se justifie dans une opération pilote. Et aujourd'hui, ce type de conception de noue, c'est un type de conception qu'on fait maintenant nous-mêmes en moyens propres parce que la réalisation, la conception de cet ouvrage, c'est assez simple à réaliser. Et c'est des compétences qui sont possibles, enfin, voilà, qui sont transférables pour tous les maîtres d'œuvre qui travaillent sur le VRB. Et puis, je vous ai mis un autre exemple qui se déroule là dans l'automne, qui est à Chailles, où on a la réalisation, donc c'est mené par Aglopolis, puisque c'est dans le cadre de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines, où on a la mise en œuvre de tranchées drainantes de part et d'autre de la rue, en l'absence d'un réseau d'eau pluviale existant, voilà, à la place d'un réseau d'eau pluviale existant, on réalise des tranchées d'infiltration. Donc, on a aussi un maître d'œuvre local qui est aussi très connu des élus, j'imagine. Et puis, une entreprise titulaire du marché qui est aussi une entreprise que vous pouvez solliciter. C'est important d'avoir des relais locaux pour un coût d'opération de l'ordre de 30 à 40 000 euros. Voilà les exemples qu'on souhaitait partager avec vous sur la gestion intégrée des eaux pluviales. Et si vous avez des questions, on est à votre écoute. Peut-être en attendant qu'il y ait des questions qui arrivent depuis le chat. Sur le projet de Chailles, qu'est-ce qui a justifié le choix de cette rue-là? Est-ce que c'est dans le cadre d'un réaménagement? Est-ce qu'il y avait un enjeu spécifique sur ce quartier ou cette rue? Alors, sur l'exemple de Chailles, donc il n'y avait pas de réseau d'eau pluviale et donc notre souhait n'était pas de rapporter de l'eau sur un réseau pluvial existant au risque de se retrouver avec un réseau surchargé et donc qui déborde. Voilà, donc nous, notre souhait en termes de gestion des eaux pluviales urbaines, c'est de faire de la gestion intégrée à chaque fois quand c'est possible. Et donc, dans la mesure où c'était possible sur ce site-là, on a sauté sur l'occasion pour réaliser ces tranchées d'infiltration. Moi, j'en profite, j'ai une petite question sur le coefficient de pleine terre, parce que c'est quelque chose qu'on voit réapparaître de plus en plus dans les documents d'urbanisme et qui a une incidence assez concrète dans la pratique des projets urbains. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu les ordres de grandeur que vous avez ciblés en fonction des contextes dans les grandes lignes, parce qu'on parle d'un PLUI, donc j'imagine que c'est un peu plus complexe qu'un simple chiffre. J'ai le souvenir dans ma précédente vie professionnelle qu'on avait péniblement atteint les 15% de pleine terre dans un milieu urbain très dense. Comment vous en êtes sorti à Aglopolis? Vous êtes allé jusqu'à 50%. Alors, effectivement, en fait, en U, selon les contextes, on part à 10% pour les zones donc, anciennes, les zones de UV, type village, donc soit le cœur de village, soit les cœurs de hameaux, qui sont vraiment constitués de façon agglomérée. Et en sachant qu'on souhaite aussi développer le BINBI, le fait d'aller construire sa maison dans son jardin, c'est-à-dire d'optimiser là où les zones sont déjà bâties pour éviter d'avoir des nouvelles zones à urbaniser. Donc, du coup, c'est aussi le compromis. En fait, c'est un compromis qu'on retrouve aussi sur la question de l'arbre et on le retrouve sur la gestion de l'eau, c'est-à-dire qu'à un moment donné,
on part d'un coefficient de plein terre qui est assez bas, mais c'est aussi parce qu'on veut optimiser l'existant. Et du coup, c'est un compromis, mais très vite, dès qu'on va être sur d'autres zones UV2 qui sont un peu moins denses, on va être à 20%. Et ensuite, donc, en UJ, c'est-à-dire dans les zones pavillonnaires, les U-jardins, là, on est entre 30 et 50%. Et dans les zones A urbanisées, zones AU, on est sur 10 à 30% qui doivent rester non imperméabilisés. On est d'accord que dans le coefficient de plein terre, vous comptez évidemment pas tous les aménagements en surface qui rendraient le sol imperméable. Donc, c'est bien un coefficient de plein terre en net et pas en brut. C'est vraiment ce qui est perméable, oui. D'accord. Donc, une dalle, je le dis pour une dalle en sous-sol, ça compte pas dans le coefficient en pleine terre. C'est ça. Alors, a priori, je ne vois pas de questions arriver, donc c'est que tout a été extrêmement clair. Il nous reste à vous remercier tous d'un côté et de l'autre des écrans. Merci beaucoup pour ces présentations qui constituent une belle ouverture à notre série de webinaires. On vous propose de se retrouver mardi prochain avec un second webinaire qui permettra d'aborder plus spécifiquement la question de la GIEP dans l'aménagement d'espaces publics et notamment de places et de nouveaux quartiers, donc autour de 2 projets qui seront présentés en binôme ou trinôme par des concepteurs paysagistes, des bureaux d'études spécialisés en hydro et des élus des territoires qui ont porté ces projets. Il nous reste aussi à vous préciser que pour la visite du 14 décembre, il est prévu un déplacement en bus. Donc, vous allez recevoir dans les jours qui viennent un programme détaillé et les inscriptions sont nécessaires. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Merci à vous tous. Et merci au CAE pour cette belle organisation. Avec plaisir. Merci à tous. Merci à tous. Bonne soirée. Je vais mettre fin à la réunion et ça va couper brutalement pour tous ceux qui seraient restés en ligne. Pardonnez-moi. Au revoir. Bonne soirée et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, voilà.